RFM Midi à l'écoute de la radio Futur Média. Antoine Diouf. Au sommaire, veille de campagne électorale pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les états-majors politiques sont à pied d'œuvre. La réplique du recteur, d'après Ibrahima Thiobo, tout ce que le CS a déclaré sont de fausses allégations. Il n'y a eu jamais de rétention des salaires des professeurs Malik Ndiaye et Amsatou Sow Sidibé. Le mouvement s'affaiblit de jour en jour. Le syndicat des transporteurs routiers de Fatick ne va pas suivre le mot d'ordre de grève du collectif des syndicats des transporteurs. Le Sénégal peut atteindre l'autosuffisance en moutons d'ici 3 ans. Une déclaration du ministre de l'Élevage Aminata Mbengue Ndiaye. Mais il y a sans doute des préalables. Et puis santé, la malnutrition fait des ravages au Sénégal. Beaucoup d'enfants perdent la vie et l'Institut de pédiatrie sociale de Pikine apporte son assistance aux enfants malnutris. Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine. L'actualité internationale, les titres. En Mauritanie, les avocats des militants anti-esclavagistes condamnés récemment avertissent. Le parquet veut transférer les prisonniers afin de rendre plus dure leur défense lors du procès en appel. Au Gabon, dernier jour de campagne électorale, les principaux candidats profitent des dernières heures pour convaincre entre Ping et Bongo. C'est à la guerre comme à la guerre. À suivre la page de sport avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Handball, finale de la Coupe du Sénégal chez les garçons et chez les filles ce samedi à Thiès. La fédération sénégalaise a pied d'œuvre pour organiser une belle fête afin de bien marquer la fin de la saison. Nawetan phase nationale 2016, l'affiche de la finale est connue. L'ASC Bendoula sera opposé à Soukou Papaye. Dans ce 12h, vous aurez les réactions des entraîneurs des deux équipes finalistes. Point de vue sur toute cette controverse autour du pétrole et du gaz au Sénégal. Rendez-vous vers 12h30 à suivre également avant Point de vue Critique Média avec Mohamed Salimouba. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. La campagne électorale pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales s'ouvre samedi à minuit. Et pendant 6 jours, ce sera la pêche aux élus locaux pour les listes en compétition. Et à quelques heures de l'ouverture de cette campagne, les états-majors politiques sont à pied d'œuvre. L'accent sera particulièrement mis sur la proximité, tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Et puis, il faut reconnaître que la puissance de l'argent peut bien parler pour gagner. C'est ce qu'on appelle de la corruption. El Hadj Ndiogou Diène. Seuls les élus locaux seront ciblés pour cette campagne électorale bien différente des autres. Mais la majorité présidentielle prend les choses très au sérieux. Une stratégie de campagne axée sur la proximité sera mise en œuvre selon Abdoumou, porte-parole adjoint de l'APR. Au niveau des 45 départements, des missions seront envoyées pour aller discuter avec les conseillers, avec les responsables sur place pour leur expliquer davantage l'importance du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est la même démarche de proximité pour la coalition alternative patriotique qui regroupe le Parti démocratique sénégalais et ses alliés. Maguette Sy est le secrétaire national adjoint chargé des élections du PDS. Dans chaque département, nous avons des coordonnateurs départementaux et nous avons nos plénipotentiaires et ensuite nos candidats. Donc c'est eux qui vont manager la campagne au niveau de chaque département parce qu'ils vont s'adresser aux conseillers municipaux directement. Toutefois, l'opposition redoute que le camp d'en face utilise la corruption comme arme de guerre pour débaucher ses conseillers. Ce genre de tentation-là sera le lot quotidien parce que nous l'avons déjà vu lors du référendum. Nous avons confiance en nos conseillers. Donc ce sont des hommes de valeur, des femmes de valeur sur lesquels nous pouvons compter et pour lesquels je pense qu'ils ne vont pas troquer leur honneur pour des pièces d'argent ou bien des moutons de tabac. Mais du côté du pouvoir, l'on rejette de telles allégations, Abdoumou. Nous n'avons pas comme pratique de corrompre des électeurs, soit des conseils ou bien de l'opposition. Ceux qui seront quand même d'accord avec le projet du chef de l'État, ceux qui seront d'accord avec nous sur les explications qu'on va donner vont naturellement voter oui pour la victoire des listes de Benno Bokk Yakaar sur le plan national. Corruption ou non, en tous les cas, la bataille pour le contrôle du Haut Conseil des collectivités territoriales s'annonce âpre, même s'il s'agit d'une élection particulière et de moindre envergure. 12h05, vous suivez le grand journal en direct du studio 2 de la RFM.
RFM, la radio de toute l'actualité. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a démonté les arguments du SAES et dément certaines allégations. En conférence de presse il y a quelques instants, Ibrahima Thioub a brandi des documents et fait savoir que les salaires des professeurs Malick Ndiaye et Amsatou Sow Sidibé n'ont jamais été bloqués. Nous reviendrons sur la conférence de presse du recteur de l'UCAD dans nos prochaines éditions avec Mantouré. Nouvelle défection dans le collectif des syndicats de transporteurs qui envisage une nouvelle grève du 29 au 31 août. Le syndicat des transporteurs routiers de Fatick ne compte pas suivre le mot d'ordre cette fois-ci. Le secrétaire général de cette organisation évoque une décision unilatérale d'Alassane Ndoye que vous avez entendu sur notre antenne. Voici donc le secrétaire général du syndicat des transporteurs de la région de Fatick, Pape Bianco, interrogé par Babacar Fall. Nous ne sommes pas d'accord pour aller à la grève parce que la grève là c'est une grève d'injustice. Nous ne comprenons pas, en tant que secrétaire général, si il lance un mouvement de grève sans nous concerter en tant que responsable régional, il réveille un bon matin, il fait son déclaration qu'il doit partir à la grève. Nous ne sommes pas d'accord de partir à la grève, nous n'avons pas être partis dans la grève qu'on a maintenir le 29 et le 30 et le 31. Parce que nous ne comprenons pas que la grève maintenant, ce n'est pas une grève entre les transporteurs et les chauffeurs du Sénégal, c'est une grève de Alassane Ndoye en tant que secrétaire général syndical. S'il fait la politique, en tant que la campagne qu'il vient, il fait la politique. S'il veut défendre l'intérêt des travailleurs, il n'a qu'à se discuter avec tous les Sénégal autour du table. On prend une date qui est normale pour qu'on se fasse face à la grève. On n'est pas loin de la Tabaski. Les chauffeurs et les transporteurs, ils ont beaucoup d'affaires à faire sur le travail de préparation de la Tabaski. Donc on ne reste pas ici pour aller à la grève pour 72 jours. Maintenant, s'il veut faire la campagne pour faire son buzz, nous avons fait partie parce que nous sommes dans une république. Tout ce qui est normal, on est pour. Mais tout ce qui est injuste, moi, en tant que responsable, je serai pris dans l'injustice. C'est la division donc chez les transporteurs. Le ministre de l'Élevage, en tournée à Tambacounda, apporte des réponses aux interpellations des éleveurs qui ont de nombreuses préoccupations. Aminata Mbengue Ndiaye est d'abord convaincue que d'ici 3 ans, le Sénégal peut assurer l'autosuffisance en moutons. Elle s'est prononcée également sur la perte de beaucoup de têtes du fait des maladies qui frappent le cheptel, le vol de bétail. Le financement de l'élevage était au cœur des discussions avec les éleveurs de Tambacounda. Écoutons le ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, au micro de Moussa Oumar Gueye. Pour la Tabaski, nous importons près de 350 000 moutons qui nous viennent donc de la Mauritanie et du Mali. Nous avons un certain nombre de maladies qui touchent le cheptel. Donc beaucoup de têtes meurent pendant... Si je prends la peste des petits ruminants, cela nous fait perdre près d'1 million de têtes de petits ruminants par an. Alors que si le cheptel était vacciné à temps et à 80%, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé animale, nous pouvons faire cette économie en garantissant la vie à près d'1 million donc de petits ruminants. Nous sommes sûrs que d'ici 3 ans, on peut atteindre l'autosuffisance en moutons. Il faut obligatoirement que les éleveurs s'adonnent à la culture fourragère. Le vol de bétail est revenu à maintes reprises donc, au niveau de tous les éleveurs qui prennent la parole pour qu'on puisse appliquer les peines qui sont prévues par le code pénal et par le code de procédure pénale après les changements qui ont été opérés. La question du financement est également revenue plusieurs fois. Nous l'avons pris comme thème pour la prochaine journée nationale de l'élevage. Le chef de l'État a donné son accord. Lui-même, il sait que le financement de l'élevage est problématique. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons, avant la journée, que toutes les régions puissent se réunir, puissent réfléchir, puissent analyser la situation du financement au niveau de leur région et venir avec des propositions concrètes qui seront condensées dans un document de stratégie qui va être remis au chef de l'État pour pouvoir prendre en tout cas des mesures appropriées pour que le financement de l'élevage puisse vraiment avoir de beaux jours devant lui. Reportage maintenant à Kaolack. Notre correspondant s'est intéressé aux retraités dont les enfants ne peuvent pas encore assurer la relève et avec leur maigre pension et autres revenus, ils tentent d'assurer tant bien que mal les dépenses de la Tabaski et la dépense quotidienne. C'est difficile pour eux. Ibrahima Diamé.
Ils sont très nombreux, les retraités qui fréquentent les grandes places par ces temps qui courent, mais ils ne sont là que physiquement. En réalité, ils sont tout à fait absents, leurs esprits sont ailleurs. Ce sont les dépenses et l'achat du mouton tabaski qui les acculent fortement. Bon, si toutefois qu'on te dit qu'on aura une tabaski que nous souhaitons avoir, ça c'est pas possible. C'est parce que sa pension ne le lui permet pas et il ne peut pas compter non plus sur ses enfants pour une bonne fête de tabaski, se désole vieux Wagan Diagne. Il y a des enfants, mais les enfants d'aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qui se présente. Les enfants d'aujourd'hui, mais s'ils sont grands, par exemple, ils n'ont pas, les uns n'aiment pas le travail, les autres qui l'ont ne peuvent pas s'occuper de toi. Donc c'est vous qui continuez. Moi qui prend en charge la famille, les petits-enfants et les grands, c'est moi. Même pipe, même tabac, vieux Mbaïpol comme on l'appelle, est un retraité de la Sonacos. Ses enfants n'ayant pas assuré la relève, sa pension étant ce qu'elle est, il se transforme en businessman. J'ai 4 gosses. Il faut que je me de bob. Les gens Sonacos là ne comme retraité. Et d'ici là, j'ai des bob. Que de stratégie donc pour se procurer coûte que coûte le mouton de tabaski. Tout ce que l'on peut faire, c'est d'aller faire des tractations de gauche à droite. On peut tomber sur quelqu'un qui donne des moutons à crédit. Rares sont les retraités qui aujourd'hui sont complètement déchargés. Un d'entre eux nous signifiait qu'un retraité au Sénégal qui ne se contente que de sa pension sans revenu supplémentaire ne vit pas, mais il vivote. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Média. L'espoir à la zone Sonatel de Mbour. La station de pompage a été équipée de 2 électropompes de 500 mètres cubes heure chacune. Les populations ont manifesté leur satisfaction et espèrent que leurs problèmes seront définitivement réglés. Reportage à la zone Sonatel Abdou Diouf Junior. L'appel de la zone Sonatel a été entendu. Au bout du fil, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les deux sont des ouvrages à solution structurelle, les ouvrages de Mbour et ceux de Diourbel. Quand même, nous sommes très satisfaits et très contents de cette réalisation-là. La station de pompage en cours de réalisation fait naître un grand espoir chez les riverains. Mamadou Sow. C'est un sentiment de satisfaction, donc on est très contents et on remercie quand même tout le gouvernement. Ça va changer beaucoup de choses dans la vie des populations. Maladie, mobilité quasi impossible, maisons délabrées. Ces mots ne suffisent pas pour décrire les maux dont souffraient ces populations. Mademba Diop dit commandant délégué de quartier de la zone Sonatel. Les gens étaient obligés d'abandonner leur maison. On même placardé des plaques de vente de maisons. Les gens n'allaient pas au travail en sécurité. Les femmes ne pouvaient pas aller au marché en sécurité parce que la santé était détériorée. Et engendrait également d'autres dépenses après l'hivernage. Certains avaient même délaissé leurs habitations. Toutes les maisons étaient inondées. Il y a même des gens qui commencent à vendre leurs maisons. Il y a même des touristes qui ont des maisons ici. Et vous savez que quand un touriste il a une maison ici, au minimum il a 2 employés, un gardien et une femme de ménage. Et si le touriste là abandonne sa maison, cela veut dire que les deux vont en chômage. 400 millions pour sortir Mbour, Kaoulak et Diourbel des inondations. Bien, mais doit mieux faire selon Walisen. C'est un peu remarquable, mais en matière de réalisation, surtout un pays comme le Sénégal qui a besoin d'énormes infrastructures, on ne peut pas dire que c'est satisfaisant. Quoi qu'il en soit, le visage du quartier va changer. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. La malnutrition est une triste réalité au Sénégal. Beaucoup d'enfants perdent la vie à cause de cette affection et pour faire face au mal, l'Institut de pédiatrie sociale de Pikine procure aux enfants une prise en charge spéciale. Sur place, une cuisine est aménagée pour les mamans qui viennent chaque jour au centre préparer le menu au quotidien. Et c'est gratuit. Reportage à l'Institut de pédiatrie sociale de Pikine à Wambaye. Dans l'Institut de pédiatrie de Pikine, un bloc est réservé aux activités de prise en charge de la malnutrition. Une grande cour regroupe une vingtaine de mamans avec leurs bébés aux tranches d'âge différentes. Docteur Abdallah Diallo passe leur dire un bonjour. À côté de cette cour, une cuisine est aménagée. Chaque jour, un groupe de 3, toutes des mamans, s'occupent du menu quotidien. Elles ont déjà préparé de la bouillie de mil enrichie comme petit déjeuner pour les petits et pour le repas de midi du niébé. Seynabou Sène, l'infirmière chargée de la cuisine, explique l'organisation. Chaque matin, c'est elle-même qui finalement dirige les activités. On est comme une famille ici. On propose
proposent 2 repas et ils passent la journée avec leurs enfants. Fatou Yafa est une jeune maman. Elle porte sur le dos son bébé de 2 ans qui s'agite. C'est une fille et son retard de croissance saute à l'œil. Elle souffre de malnutrition, explique la mère. Je viens ici depuis le début du mois de Ramadan et ma fille va très bien. On nous offre tout, repas, lait, médicaments. Tout est gratuit, machallah. Docteur Abdallah Diallo est le chef du service. Il donne des détails sur le fonctionnement de la structure. Le service de prise en charge des enfants malnutris est particulier. Chaque jour que je fais, nous leur offrons en réalité 2 repas et une collation. Pourquoi? Parce qu'il y a des partenaires ou des bonnes volontés en réalité qui nous appuient, qui va dire que bon, à la fin du mois, je vous achète du 1000. Une autre personne vous achète du riz, une autre personne vous achète du lait comme ça. Donc c'est eux qui vont vous acheter les denrées nécessaires pour la préparation de ces repas-là. Juste peut-être les quelques laits des fois que vous voyez ou bien les petits pots que vous avez vus. Donc nous offrons à ces enfants. Des fois c'est des partenaires donc qui sont à l'étranger, des fois qui nous l'offrent. Et ces enfants sont suivis pendant plusieurs mois et bénéficient au quotidien de repas gratuits. Et à la fin du traitement, ils respirent la santé. RFM. L'actualité internationale. Mauritanie, les militants anti-esclavagistes pourraient être transférés sur Nana Tambaye, ce que dénoncent leurs avocats. Ils l'assimilent à une tentative de rendre difficile leur défense durant leur procès en appel. D'après les avocats, les 13 membres de l'IRA devraient être transférés à Nouadhibou, dans le nord du pays, suite à une requête du parquet. La demande a été adressée à la Cour suprême. Les 13 personnes ont été condamnées à des peines de 3 à 15 ans de prison ferme. La défense a déposé un recours le 22 août dernier et jusqu'à maintenant, aucune date n'a été retenue pour le procès en appel. Gambie, libération d'une ancienne membre du parti au pouvoir. Tina Fall a été arrêtée et détenue 2 fois en 1 mois. Elle est accusée d'escroquerie. On lui reproche d'avoir vendu entre 2014 et 2016 des pièces détachées d'un avion frauduleusement acquis. Tina Fall a été libérée après avoir payé une caution de 500 000 dalassi, soit plus de 7 millions de francs CFA. L'ancienne députée a rejoint un nouveau parti d'opposition, le Congrès démocratique gambien, autorisé en mai et qui accueille d'autres dissidents du parti de Djamé. Au Niger, un nouveau rapport de l'UNICEF accable Boko Haram. 1,4 million d'enfants ont fui le bassin du lac Tchad ces dernières années, des déplacés avec des besoins humanitaires énormes. Les détails avec Daoud Diouf. Le rapport indique que durant des années de violence causées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, 1,4 million d'enfants ont été contraints de fuir, là où un autre million d'enfants sont pris au piège dans des zones difficiles à atteindre. Toujours dans ce rapport de l'UNICEF, on apprend qu'environ 475 000 enfants dans cette même région vont souffrir de malnutrition aiguë et sévère cette année. Le rapport note également que la plupart de la population déplacée, soit plus de 8 personnes sur 10, est hébergée par des familles et des voisins, ce qui met une pression supplémentaire sur certaines des communautés les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, l'UNICEF a des difficultés. Elle n'a reçu que 13% des 308 millions de dollars dont elle a besoin pour fournir une assistance aux familles touchées par les violences commises par Boko Haram au Niger, au Nigeria, au Tchad et au Cameroun. Les responsables de l'agence onusienne ont déploré la situation tout en demandant à la communauté internationale des bailleurs d'intensifier son soutien aux communautés touchées. Gabon, la campagne électorale s'achève aujourd'hui. Les Gabonais iront aux urnes demain pour la présidentielle, mais avant cela, le gouvernement indique que la distribution de l'Internet ne sera pas rompue. À Libreville, nous retrouvons Yves-Antonio Ogula. Internet ne sera pas coupé au Gabon le jour du vote pour l'élection présidentielle. C'est le ministre de l'Intérieur, Pacom Moubele Boubeya, qui a informé l'opinion nationale et internationale. En fait, le ministre a ainsi répondu à une préoccupation des Gabonais et de la mission d'observateur de l'Union européenne. La diplomate Maria Gabriel, qui dirige les troupes, a exigé au gouvernement gabonais de garantir l'accès à l'information avant, pendant et après le scrutin et surtout l'accès à Internet et aux réseaux sociaux. Réponse du ministre de l'Intérieur, Pacom Moubele Boubeya: nous avons besoin de cet outil et nous n'avons rien à cacher. L'information doit circuler. Fin de citation. Seulement voilà, à travers les réseaux sociaux, plusieurs personnes se demandent pourquoi seulement le ministre parle du jour du vote. Qu'en sera-t-il après les autres jours? La sortie du ministre rassure tout de même l'opinion qui avait cultivé une rumeur sur la coupure d'Internet, comme lors des élections présidentielles au Congo-Brazzaville et au Tchad. Yves-Antonio Ogula, Libreville.
Libreville, RFM. Le président sortant a répondu aux accusations de l'opposition. Pour Ali Bongo, ses rivaux se signalent toujours par des accusations non fondées et non prouvées. Et s'ils l'accusent d'utiliser des moyens de l'État, ils n'ont qu'à le prouver. Ali Bongo s'est surtout adressé à Jean Ping. Selon le chef de l'État gabonais, Ping verse dans la xénophobie et dans l'insulte. Je cite, il présente un risque pour le Gabon. Il est violent, il est corrompu et il est mauvais joueur. Fin de citation. Congo, un fils du président de la République est cité dans une affaire de corruption. De nouvelles accusations qui pèsent sur Denis Christel Sassou Nguesso, un scandale lié à l'exploitation des ressources naturelles du pays. D'après une enquête réalisée par Le Monde et un groupe de presse australien, le fils cadet aurait monnayé il y a une dizaine d'années l'obtention d'un permis d'exploitation minière au profit de l'entreprise australienne Sundance, un permis pour exploiter une mine de fer située à la frontière avec le Cameroun. En échange, on lui a attribué, lui et son neveu, 30% du capital de la filiale locale de Sundance. Le ministre de la Communication du Congo a réagi pour dire que les documents cités par Le Monde ne sont pas juridiquement recevables et donc, à ce stade, l'ouverture d'une enquête au Congo ne se justifie pas. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. RFM Sport. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur toute cette controverse autour du pétrole et du gaz au Sénégal, nous allons en débattre dans quelques minutes. Malal Junior Diagne, rebonjour. Rebonjour Antoine. Le handball, finale de la Coupe du Sénégal. C'est à Thiès, la fédération veut organiser une belle fête pour marquer la saison. Oui, pour marquer la saison et célébrer les meilleures équipes dans cette compétition de la Coupe nationale du Sénégal qui mettra donc en opposition en finale chez les filles. Le Dakar University Club à l'équipe de Saltigué. Chez les hommes, Asfa devra en découdre avec l'équipe de l'US Rail. Pour Aïdassi, vice-présidente à la fédération, mais également présidente du comité d'organisation. Tout se passe bien pour une bonne organisation de ces deux finales au Stade Lat Dior de Thiès demain. Aïdassi avec RFM. Tout va bien, alhamdoulilah. Et il y a déjà un premier groupe qui est membre de l'organisation, qui est déjà pas encore sur place, mais qui est en route pour Thiès, pour les derniers réglages. Et demain matin, Inch'Allah, le second groupe ira. Je pense que nous aurons de très belles finales. Tout sera OK, tout sera prêt pour vraiment recevoir les équipes, les supporters et tout le monde, pour qu'on ait de grandes finales, des finales de grande envergure, dignes de la Coupe du Sénégal. Disons que tout n'est pas encore bouclé, mais je pense qu'aujourd'hui, tout sera bouclé. Mais nous avons quand même espoir qu'il y aura de très belles finales et que tout sera OK. Mais je ne peux pas vous dire exactement le budget tout. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que tout simplement, nous n'avons pas de chiffres. Finalement, nous n'avons pas de chiffres ronds à vous donner. Nawetan Malal Junior Diagne, l'affiche de la finale des phases nationales est maintenant connue. Il s'agit de l'ASC Bendola qui aura pour adversaire l'ASC Soukou Papaye. Elles se sont qualifiées toutes les deux hier à l'issue des demi-finales jouées au stade Aline Sitoé Gata de Ziguinchor. Maguette Ning, coach de l'ASC Bendola, s'est confié après sa qualification à Laminba. Qu'est-ce qui a payé? C'est le travail. Oui, au début, on a bien travaillé avant les compétitions. Parce que les matchs rapprochés, tu n'auras pas le temps de travailler. On a insisté sur le mental et sur le fraîcheur. Donc en première mi-temps, c'était beaucoup plus rigoureux qu'en seconde période. Vous l'avez lâché, pourquoi? C'était normal parce que nous sommes en position de favori. Si tu es favori, tu domptes ton adversaire. C'était normal que Cap vienne en deuxième mi-temps pour égaliser. C'était logique. Bon, ça a été dur de remporter la demi-finale, mais bon, on est parvenu à la remporter. Surtout, on a écouté les consignes de l'entraîneur. Bon, et le soutien du public aussi. Ça nous a mené à gagner les demi-finales. Et on prépare la finale.
C'est pas donc pour la finale, on n'aura pas la réaction de Ernest Djedjou. Il est l'entraîneur de l'ASC Soukou Papaye. Sans doute dans les éditions de l'après-midi, vous l'entendrez pour la version comment il compte également préparer cette finale de la phase nationale. Le football, c'est également le début de la Bundesliga en Allemagne ce soir. Le Bayern de Munich, champion en titre, joue contre le Werder de Brême. En Espagne, début de la deuxième journée de la Liga espagnole. Betis Séville joue contre Deportivo La Coruña alors que l'Espagnol Barcelone reçoit l'équipe de Malaga. En France, début de la troisième journée. Marseille, mal en point avec donc toujours une situation assez compliquée avec le départ de la Sanadera qui est annoncé. Reçoit au stade de Vélodrome l'équipe de Lorient. C'est donc, Antoine, tout ce qu'on pouvait dire pour le sport. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Pour éviter toute mauvaise surprise en 2017 et 2019, le général Macky ordonne la traque des liaison fatale. Macky ouvre un nouveau front contre ses adversaires supposés ou réels. Objectif, relève l'observateur, démanteler leur alliance en gestation. En langage militaire, ça s'appelle disperser tout attroupement pour empêcher l'ennemi de faire ses forces en silence. Le journal note que conscient de la nuisibilité politique de la dynamique unitaire de ses adversaires au sein d'une coalition ou toute autre entité pouvant sceller leur rassemblement, le patron de l'Alliance pour la République et non moins chef de l'État a ordonné la surveillance des faits et gestes de son ancien premier ministre Abdoul Mbaye, d'Ousmane Sonko, l'inspecteur, de Pape Diop, de Bokgizkis ou encore de Baldé et Malik Gakou, tous devenus à ses yeux des empêcheurs de dormir tranquille. Le confrère note que les véritables cibles du chef de l'État, c'est surtout ses ennemis politiques classiques dans son viseur, Barthélémy Diaz, Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Bamba Fall, bref les brebis galeuses socialistes, mais aussi le professeur Amsatou Sow Sidibé, du maire Moussa Sy ou encore du marabout Serigne Hassan Mbacké. Le journal souligne que la liste n'est pas exhaustive, mais pour un début, c'est déjà bon, à condition justement de ne pas laisser en rade l'ex-patron de l'OFNAC, Nafi Ngom Keïta, récemment démise de ses fonctions et dont les activités font l'objet de rapports quotidiens au niveau des renseignements généraux. Conclusion du journal, le général Macky a déployé sur le terrain tout un arsenal de stratégies pour mener un mortal combat contre tous ceux qui lorgnent son fauteuil du palais. S'agissant de l'élection des hauts conseillers à Dakar, Macky Sall valide la liste de Benno Bokk Yakaar. C'était au cours de rencontre du secrétariat exécutif de l'APR, souligne le Populaire. Il promet de sévir en cas de défaite toutefois. Le président note, le journal a décrété la grande mobilisation. Il a demandé à toutes les forces de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar de faire bloc pour gagner l'élection contre la liste de Khalifa Sall. Titre de l'Observateur, le président engage la bataille de Dakar. Macky menace, souligne pour sa part le journal, l'AS qui relève par ailleurs qu'au cours de la réunion entre apéristes, il y a eu dispute entre Mimi Touré et Mbaye Ndiaye. Une prise de bec entre Cissé Lo et Aminata Tall. Aliou Sall, le frère du président, a fait aussi une déclaration sur l'honneur pour se blanchir. Il a jugé, selon le confrère, n'avoir aucun compte bancaire à l'étranger. Pendant ce temps, l'opposition, elle, repart à l'attaque. Le PDS s'est réuni hier, c'était au cours d'une rencontre du comité directeur des libéraux. Il a pris position sur le débat sur la nationalité. Les libéraux qualifient ce débat de répugnant, souligne le Populaire. Ils assurent que rien n'empêchera leur candidat Karim Wade de se présenter à la prochaine présidentielle. Sur l'affaire Aïda Ndiong, le comité directeur soutient que le pouvoir judiciaire est devenu un bras armé de Macky Sall. Le directeur général de SONES à la une du journal LAS, l'homme s'explique sur les liaisons coupures de courant et coupures d'eau. Il souligne que les deux sont liés. La moyenne tension est forcément délestée quand il y a coupure de courant. Mais pour sécuriser l'approvisionnement en eau, 400 milliards ont été mobilisés par la SONES. Et puis, à la une de la tribune, Koumba Gawlo Seck chante sa colère. C'est inadmissible, dit-elle, de confier l'animation des vacances citoyennes à un seul artiste. Fekke Bolewunyuti, dit-elle. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur cette controverse autour du pétrole et du gaz découvert au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous avons en ligne l'économiste Kadiali Gassama. Bonjour Kadiali.
Bonjour Antoine. On parle beaucoup de notre pétrole et de notre gaz, découvert donc au Sénégal, bien entendu. Comment comprenez-vous qu'il y ait cette controverse, toute cette controverse autour de cette question de transparence? En tout cas, il y a d'autres accusations dont le frère du président de la République il fait l'objet d'accusations. Oui, Antoine, il faut déplorer cette controverse qui n'a pas sa place dans le Sénégal d'aujourd'hui. Et sur cette question vraiment sensible et stratégique de réserve trouvée au Sénégal, je crois qu'il faut avoir raison garder et faire très attention. Parce qu'il y a le syndrome dans certains pays où il y a d'immenses richesses, comme le Nigeria ou le Soudan, ou l'Algérie, l'Angola, où on a connu des conflits autour notamment de la question du pétrole. Dieu nous en garde, il faut pas que ça arrive au Sénégal. Et cette controverse-là, je crois qu'il faut appeler la casse politique véritablement à développer la responsabilité, également, et le patriotisme, notamment pour que ces ressources naturelles trouvées au Sénégal puissent bénéficier d'abord au peuple sénégalais. Oui, mais quand l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye demande la publication des contrats pétroliers et gaziers, il est quand même dans son droit le plus absolu. D'ailleurs, l'article 25, un nouveau de la Constitution qui stipule que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que l'exploitation doit se faire dans la transparence, le précise bien. Il faut se réjouir au Sénégal de cela. D'une part. D'autre part aussi, il y a l'existence du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cela aussi, ces deux instruments peuvent nous permettre de faire en sorte que les ressources puissent bénéficier au peuple sénégalais. Mais il faut éviter les polémiques. Et quand le frère du président de la République est cité dans cette affaire, quand le frère du président de la République est cité dans cette affaire, il y a quand même problème quelque part. Oui, ça, bon, j'ai pas les données précises de l'implication du frère du président, mais il faut développer sur ce plan-là la transparence. Ce que je peux dire, c'est que le code minier au Sénégal garantit la confidentialité dans les contrats miniers. Alors, cela est antinomique à la transparence. Heureusement qu'il y a une révision du code minier qui est en cours, et je pense que dans cette révision-là, il faut tenir compte du fait que cette confidentialité-là dans les contrats d'exploitation aussi soit éliminée. Parce que le Sénégal ne peut pas continuer à être la vache laitière des multinationales qui bénéficient de nos ressources plus que le peuple sénégalais. Ça, il faut l'éviter et faire très attention sur, disons, cette controverse-là qui n'augure rien de bon, et appeler les uns et les autres à la responsabilité, au patriotisme. Très bien, merci. Kajali Gassama, économiste. En ligne, Guy-Marius Sagna, membre de Yono Askanui. Bonjour Guy-Marius Sagna. Oui, bonjour. Comment vous voyez tout ce débat autour du pétrole et du gaz? Alors, je ne vous entends pas très bien. Je dis, comment voyez-vous tout ce débat autour du pétrole et du gaz? Alors, tout ce débat autour du pétrole et du gaz vient montrer une situation, en fait, qui est pas nouvelle, qui est qu'en fait, la majeure partie des ressources de notre pays n'est pas bien gérée. Parce que bien gérer suppose tout d'abord la transparence. Or, il n'y a aucune transparence sur ces questions-là. En lisant en fait la correspondance de Monsieur le ministre Abdoul Mbaye au président de la République Macky Sall, on voit en fait ce qui s'y trouve en filigrane, que nos ressources pétrolières sont mises entre les mains de mafiosi, de gens qui sont déclarés non grata en Norvège, d'accord, ou à Bucarest. D'accord. En filigrane, on voit en fait que notre pétrole bénéficie donc à l'étranger et à un groupe, d'accord, autour du président en fait Macky Sall, d'accord, qui bénéficie d'une manière indue de ses ressources et laissant en fait. Mais pour l'heure, ce sont des accusations. Il n'y a pas encore d'éléments de preuve.
Oui, mais déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entretenir une opacité sur ces questions-là? Le simple fait, d'accord, d'entretenir cette opacité-là, on le sait très bien que ce n'est pas pour l'intérêt du peuple sénégalais. Mais cela ne nous étonne point, M. Antoine, parce que nous entendons régulièrement dans ce pays-là les travailleurs de la santé, les travailleurs des structures de santé dénoncer le fait que les recettes des hôpitaux, d'accord, ne sont pas connues des travailleurs. Comment voulez-vous que les simples recettes d'hôpitaux régionaux ne soient pas connues des travailleurs de la santé et des populations, et vous voulez que dans le même temps, que des richesses aussi énormes que le pétrole soient rendues publiques? D'accord? Celui qui n'est pas digne de confiance dans les petites choses, c'est-à-dire les recettes de structures de santé, ne peut pas l'être dans les grandes choses, c'est-à-dire la dernière découverte, d'accord, des ressources pétrolières et de gaz. Voilà la question qui se pose. Il y a une nébuleuse autour de cette question. Absolument, c'est une nébuleuse entretenue. Et malgré le fait qu'il a été inscrit, d'accord, dans la Constitution suite au dernier, en fait, référendum que les ressources appartenaient aux Sénégalais, ce qui est tout à fait vrai et on n'a pas besoin de la Constitution pour le dire. Malgré cela, il faut dire qu'il y a un hiatus, il y a un fossé, pour ne pas dire un abysse, entre en fait les théories et la pratique. Ce qu'il faut, et je termine là-dessus, ce qu'il faut dans ce pays-là, c'est un contrôle populaire, pas une implication du peuple. Il faut un contrôle populaire. Tant que le peuple ne contrôle pas, d'accord, ses propres ressources, d'accord, quelles qu'elles soient, les élites de ce pays-là continueront, d'accord, à en fait gérer nos ressources, d'accord, de la même manière. Or, cela est inacceptable. Cela ne peut pas continuer parce que cette gestion, d'accord, de nos ressources, c'est cela qui fait que tous les jours dans ce pays-là, il y a 4 femmes qui meurent d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. Il y a 76 enfants de moins de 5 ans qui meurent tous les jours de maladies bénignes telles que la diarrhée ou des infections respiratoires aiguës, et cela est inacceptable. Très bien. Merci Guy Marius Sagna, membre de Yono Askanui. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye est en ligne. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ministre de l'énergie et des mines. Monsieur le ministre l'industrie et des mines. De l'industrie et des mines, c'est bien cela. En écoutant les uns et les autres parler du pétrole, du gaz dans notre pays, certains disent qu'il y a une nébuleuse autour de cette question. D'autres réclament tout simplement la publication des contrats pétroliers et gaziers. Oui, en écoutant tout ce monde parler, qu'est-ce que vous dites? Merci beaucoup, Antoine. Je dois d'abord dire que beaucoup d'intervenants, en tout cas, qui parlent dans ce domaine, à mon avis, parlent de mauvaise foi. Premièrement, déjà, au Sénégal, nous ne sommes pas encore en train de distribuer de l'argent du pétrole parce que nous n'avons pas encore commencé l'exploitation du pétrole en dehors de ce qui existait bien avant à Sébikotane et qui est entièrement vendu pour le compte de la Sénélec, même si c'est actuellement exploité pour des questions d'installation par la Sococim. Ça, c'est d'abord la première chose. Aujourd'hui, nous sommes en période d'investissement. Les entreprises sont en train de lever de l'argent pour investir et faire de la recherche. Même les entreprises qui ont déjà trouvé quelque chose sont en train de faire d'autres forages et autres pour conforter, en tout cas, ces connaissances de nos ressources pétrolières. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Il est important qu'on sache déjà que les contrats de pétrole, de recherche, de partage, c'est comme ça qu'on l'appelle, contrats de recherche, de partage, qui sont négociés par la direction des hydrocarbures et Petrosen avant d'être validés, font l'objet de longues négociations. Si vous prenez, je donne un cas très simple, les négociations jusqu'à la signature du contrat de Petrotim Limited ont démarré de 2011 jusqu'à 17 janvier 2012, date effective de la signature de ce contrat. C'est valable également pour les autres. À ce stade-là, compte tenu des dispositions légales, il ne faut pas également que ces gens, s'ils sont responsables, disent à l'État, il faut aller vers l'illégalité. Aller vers l'illégalité, c'est publier des contrats. Lorsqu'on signait ces contrats, certes, beaucoup d'entre eux, le président Macky Sall n'était pas là. Et dans ces signatures de contrats, il était clairement dit, et c'est également stipulé dans les codes, que nous ne pouvons pas les publier. Maintenant, le fait de ne pas publier le contrat ne veut pas dire qu'on ne publie pas toutes les recettes qui viennent du contrat. Et ça, c'est fait dans le cadre de l'ITIE. C'est également le président Macky Sall qui a lancé cette initiative en 2013. C'est moi-même qui ai signé cette lettre. On a mis en place l'ITIE. Nous avons fait notre premier rapport. Et dans le rapport de l'ITIE, qui est aujourd'hui un rapport public,
toutes les sociétés ont déjà déclaré ce qu'elles ont donné effectivement à l'État du Sénégal. Très bien. Alors, cela dit, est-ce que vous n'avez pas par ailleurs l'obligation de lever quelques équivoques dans le cas Aliou Sall cité dans cette affaire Petro-Tim? Je pense que là aussi, il y a vraiment également de la mauvaise volonté, également la volonté manifeste de nuire. Aliou Sall, c'est un citoyen sénégalais. Oui. Aliou Sall, moi en tout cas, je n'ai vu aucun document prouvant que Aliou Sall est actionnaire d'une quelconque société pétrolière ou minière. Quelconque société pétrolière et minière. Et certains pourtant qui dénoncent cela ont des actions dans des sociétés minières ou avaient des actions dans des sociétés minières. Ah oui? Oui. Comme donc, qui? c'est ça qui est important. Comme c'est pas qui, la peine d'aller monsieur le décider des noms. Le moment opportun, on le fera. Je dis que vous avez des informations sur ces gens qui dénoncent? Je ne vais pas les donner parce que ce n'est pas mon rôle. Je dis tout simplement... Oui, c'est juste pour la clarté de débat que je pose la question. Je dis le débat, il est clair. Éclairer l'opinion. Un citoyen sénégalais, un citoyen sénégalais qui n'est pas un employé de l'administration, rien ne lui empêche d'avoir des actions dans une société minière ou pétrolière. Mais je dis pour le cas de Aliou Sall, dans le cadre de Petro-Tim, il n'est pas actionnaire. Voilà, c'est ça qui est simple. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Si quelqu'un peut prouver qu'il est actionnaire, il n'a qu'à montrer le document. Vous savez, quand on est actionnaire d'une société, surtout une société qui est constituée au Sénégal, mais on a accès à toutes les informations au niveau du cas, qu'on le publie tout simplement. Et pourquoi les accusations persistent? Mais je ne sais pas, c'est pourquoi je dis, pour moi, c'est une volonté manifeste de nuire et de faire mal. Et si on publiait tout cela, ça n'allait pas... On ne peut pas publier les contrats, non, il faut quand même... Pas tous les contrats, monsieur le ministre, pas tous les contrats. Du Sénégal de verser dans l'illégalité. Évidemment, on sait qu'on ne peut pas tout publier, mais il y a quand même ce qu'on peut publier. J'ai dit, ça c'est le code, les codes pétroliers et les contrats qu'on a trouvés ici, qui contiennent ces dispositions, mais on ne peut pas y déroger. Maintenant, pour rendre tout ça clair, le président Macky Sall, vous savez, tout le monde aujourd'hui sait qu'il est le défenseur de la transparence dans ce domaine. Dans le nouveau code minier qu'on est en train de faire, on y mentionne de façon très très claire que nous allons publier tous les contrats que nous allons signer. Le code minier, une fois qu'il est approuvé, aucun contrat ne peut plus être un contrat confidentiel. Oui, mais ça, c'est clair. Dites-nous, comment en est-on arrivé à ces accusations? On concite Aliou Sall dans ces histoires de pétrole qu'on ne cite pas Aly Ngouille Ndiaye, qu'on ne cite pas Antoine Diouf? Non, c'est pas qu'on ne cite pas Aly Ngouille Ndiaye. Non, je vais vous dire tout de suite. Moi, Aly Ngouille. Avant, je m'intéressais aux mines depuis 2005. J'ai été actionnaire d'une société qui aujourd'hui s'intéressait aux mines et qui avait demandé l'exploitation de carrière, mais qu'on avait refusé parce que j'étais pas avec le pouvoir. Moi. Et quand je suis venu en tant que ministre des Mines, j'ai vendu mes actions dans cette société. Vendu et c'est passé par devant notaire. Mais je suis un Sénégalais. Si aujourd'hui rien ne m'empêche de le faire, je dois le faire. Et la même chose valable également pour Aliou Sall, pour quelqu'un d'autre. Mais je dis, dans le cas d'Aliou Sall, personne n'a encore prouvé, n'a encore prouvé qu'il est actionnaire. Il peut être mandataire ou gestionnaire d'une société, mais rien ne lui empêche, aucune de ses fonctions ne lui empêche de le faire. Très bien, merci. Merci. Monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Industrie et des Mines. C'est tout pour Point de Vue Critique Média. Tout de suite, avant la fin de cette édition. Critique Média. Regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parlée, audiovisuel, Internet. Critique Média, c'est Mohamed Ali Mouba qui revient. Bienvenue. La presse sénégalaise en question continue-t-elle de rester à équidistance de l'opposition et du pouvoir comme le stipulent les textes qui régissent le métier, ou a-t-elle, à force de vouloir diversifier l'information, devenue une caisse de résonance de l'opposition? Nous avons au téléphone Amadou Ba, le rédacteur en chef du journal LAS. Alors Amadou, plaidez-vous coupable? Je pense que c'est vraiment un mauvais procès que l'on fait à la presse privée de manière générale. Et je pense également que c'est une fausse perception de certains esprits tendant peut-être à confondre, à peut-être ne pas comprendre le rôle de la presse de manière générale, parce qu'il faut plutôt s'en féliciter. Je pense que le pouvoir, ils ont la presse publique, ils ont le service public à leur disposition. Mais n'est-ce pas là le piège, justement, médias publics gouvernants, médias privés, opposition? Mais non, justement, parce qu'il n'y a pas un seul journal privé ou une radio privée qui fermerait son micro ou ses colonnes à un acteur du pouvoir. Donc je pense que c'est un mauvais procès à Limou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, à RSM,
qu'un ministre vous appelle et qu'il veuille faire une déclaration, mais vous ne lui fermez jamais la porte. Et c'est valable pour un leader de l'opposition. Maintenant, si eux décident d'aller parler ailleurs dans une autre télé publique parce qu'ils sont plus à l'aise, parce qu'ils savent peut-être qu'ils ne faut pas être piégés, parce qu'ils contrôlent a posteriori ce qui va être diffusé, mais c'est le droit le plus absolu. D'aucuns parlent tout de même de complaisance coupable. Il n'y a aucune complaisance à mon avis. Je pense qu'on est tous des professionnels formés à bonne école. Quand on va interviewer quelqu'un, qu'il soit du pouvoir et de l'opposition, on part avec un calepin, on prépare son interview, on pose les questions qui suivent. Merci Amadouba, bienvenue à Vieux Savané, il est journaliste et formateur. Alors Vieux Savané, comprenez-vous ce problème de la sorte? Disons que généralement c'est parce que peut-être la presse dite officielle boycotte les pratiques de l'opposition, ce que l'opposition fait, ses activités, etc. Et c'est pour ça que d'autres médias, notamment les médias privés, rendent compte de cela. Mais généralement d'ailleurs, moi je ne crois pas du tout qu'une presse doit être une caisse de résonance. Parce que si elle est une caisse de résonance, elle ne fait plus son travail. Ce travail qui consiste à avoir un recul, à avoir une certaine neutralité et à rendre compte simplement des faits. Merci Vieux Savané, merci Amadouba. Critique Média, c'est fini. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain. RFM, la météo. Les prochaines 24 heures seront marquées par des manifestations pluvieuses orageuses sur le sud-est et des risques de pluie par endroits sur les régions de Ziguinchor et Kolda. Cette situation va évoluer progressivement à l'est et au centre-est du pays au cours de la journée d'aujourd'hui. C'est au courant de la journée de demain où les activités pluvieuses orageuses se généraliseront sur le pays, notamment sur la moitié ouest. En fin d'échéance, la stabilité commencera à gagner le pays au nord et au centre. Les risques de pluie restant limités sur la bande sud, le temps restera également marqué généralement par une sensation de chaleur humide sur l'ensemble du pays. Fin de cette édition, rappel des titres. Antoine Diouf. Veille de campagne pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les états-majors politiques sont à pied d'œuvre. La réplique du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'après Ibrahima Tchouba, tout ce que le CS a déclaré ne sont que de fausses allégations. Il n'y a jamais eu de rétention des salaires des professeurs Malik Ndiaye et Amsatou Sow Sidibé. Le mouvement s'affaiblit de jour en jour. Le syndicat des transporteurs routiers de Fatick ne va pas suivre le mot d'ordre de grève du collectif des syndicats des transporteurs. Le Sénégal peut atteindre l'autosuffisance en moutons d'ici 3 ans. Une déclaration du ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye. Mais il y a sans doute des préalables et puis la malnutrition qui fait des ravages au Sénégal. Beaucoup d'enfants perdent la vie et l'Institut de pédiatrie sociale de Pikine apporte son assistance aux enfants malnutris. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop. Réalisation El Hadj Daouda Diouf. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition à Wolof sera présentée par Sort Nengom. Tout de suite, c'est Djalgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.